Émission un peu dissipée aujourd'hui. On a Jean Pagési de la Worldwide Company PCA qui va nous parler des chiffres du marché automobile. Le marché s'est-il bien comporté? C'est champagne. Alors là, On vous parlera aussi de la nouvelle modèle 3 standard qui est enfin arrivée. On vous parlera du nouveau Mercedes GLB qui est plutôt intéressant. On a digressé aussi pas mal sur le malus écologique. Cédric nous aura un petit mot sur le patrimoine Renault avec une belle bête et enchères de l'ami Mathieu Lamour. Bonne vidéo, le petit pouce bleu et à très vite. à tout de suite. Émission d'actu, les chiffres du mois, c'est parti. Je tiens avant tout à vous dire en préambule qu'une chose grave vient de se passer sur la chaîne. Jean m'a mangé ma madeleine. Ouais. C'est-à-dire qu'il m'a mangé le dernier tiers de ma madeleine. Et je dois dire qu'elle était très bonne. Voilà. Et puis maintenant, il y a deux témoins parce que derrière On a un stagiaire. Alain, il y a Corentin qui est là, notre stagiaire de 3e. Et il a l'œil aussi. Hein. Eh ben, il a rien eu d'ailleurs. Tellement l'œil qu'il a rien vu. Attends, il a pris des madeleines. Il a tout. Il a, C'est peut-être lui qui est les madeleines. Hein. il y a même des mandarines maintenant. Bon, bah, on va commencer. On a dit qu'on parlait pas tous l'un sur l'autre pour Alain pour le son. C'est exactement ce qu'on a fait. Les En chiffres France. du mois. Alors, les chiffres du mois, alors en novembre, il s'est immatriculé 132 927 voitures. Donc, c'est en baisse de 0,3% par rapport à l'année dernière. Donc, déjà, ça, c'est pas terrible. Sachant qu'en plus, c'est tiré par le ligne social Ah oui. et par leurs courtes durées qui immatriculent avant que les malus augmentent en 2026. Depuis le début de l'année, on est à moins 4,9, donc l'année va être très mauvaise. Hein. Il n'y a aucune raison qu'il y ait un rebond spécifique en décembre. C'est ce qu'on dit Sachant depuis que des mois. l'année précédente Était pas formidable. fameuse. Ce qui est aussi perturbant, c'est qu'il y a eu une analyse qui est sortie aussi que même l'occasion n'est pas en forme. Surtout la partie occasion qui sont vendues par les concessions, donc des voitures d'occasion un peu plus chères, des voitures qui ont 2-3 ans d'ancienneté, Occasion a récente. priori se vendent assez mal également. Poursuivons. Alors, ce qui est intéressant, c'est que les électriques sont à 26%. Pour le coup, c'est beaucoup plus que précédemment parce qu'on était autrefois plutôt aux alentours de 20%. Il y a deux phénomènes qui expliquent ça. Il y a le marché des entreprises qui tire très fort l'électrique parce qu'il y a eu des réformes fiscales qui ont grandement favorisé l'électrique depuis le 1er février 2025. Donc, il y a le marché des sociétés qui tiennent l'électrique alors qu'avant, ils étaient plutôt à la traîne. Et côté particulier, il y a l'impact du ligne social. Et depuis le début de l'année, on est à 20% d'immatriculation d'électrique. Donc, c'est certes en progression. Après, tu peux interpréter ça de manière très différente. Tu peux dire que c'est une progression forte, parce que comme on partait de pas trop, finalement, en pourcentage, l'augmentation est forte. Après, tu peux dire que 20%, c'est pas beaucoup avec toutes les aides et toutes les incitations. Je laisserai chacun avoir l'interprétation qui l'arrange. Mais ce qui est certain, c'est que c'est en hausse et que malgré toutes ces aides, en fait, les voitures qu'on ne branche pas, donc les hybrides simples et les thermiques, ça représente toujours pratiquement 75% du marché, avec toujours le même transfert des véhicules thermiques vers les véhicules hybrides simples. L'idée, c'est pas que les gens se disent, je ne pense pas qu'il y ait de mouvement de fond pour dire je vais prendre une voiture plus écolo, je vais prendre de l'hybride. C'est juste que les gens veulent des voitures qui n'ont pas besoin d'être branchées parce que ça correspond aujourd'hui à leur usage, ou en tout cas à la vision qu'ils ont de leur usage, et donc ils prennent des voitures, des voitures hybrides. Et comme les thermiques sont de plus en plus taxés et de moins en moins proposés par les constructeurs, il y a finalement un mécanisme de transfert qui est assez simple à comprendre. Sur les modèles, les meilleures ventes, il n'y a pas beaucoup de changements. C'est un peu. C'est les mêmes chiffres chaque année. La France, ça reste malgré tout un marché de petites voitures, avec toujours en numéro 1 la Clio, numéro 2 la 208, 3 Sandero, 4 2008, 5 C3. 2008, c'est toujours surpris. Ouais. C'est-à-dire que c'est. On en a quand même beaucoup les 2008 après. Ah oui, non. Mais c'est incroyable qu'elle soit toujours. Tu vois, très bien par rapport à la positionnée. génération d'avant, la 2008 a pris le dessus face aux captures. Avant, on vendait plus de captures que de 2008, maintenant c'est l'inverse. Et D'ailleurs, vas-y. je fais un teasing pour l'émission de vendredi. Vendredi, on va essayer la Peugeot 308. Il y aura une nouvelle personne sur la chaîne. Cédric, tu tiens ta bouche, on ne dit rien. À vous de. Une nouvelle recrue. Je peux simplement dire ça. Exactement. Vous irez voir. Et ensuite, pour les électriques, la meilleure vente électrique depuis le début. C'est une formidable nouvelle recrue. Voilà. Mais qu'on a déjà vu sur la chaîne. Mais je dirais rien de plus. Bon, arrêtez, consigne. Je ne sais pas. La R5 est 9e, donc c'est la meilleure vente électrique. En fait, la voiture est très réussie. Hein, donc voilà, on est capable en Europe aussi de produire des voitures électriques qui plaisent. Et modèle Y est 15e. Un tout petit mot de digresser. La R5, combien de fois on l'a entendu sur ce plateau il y a 2 ans avant qu'elle n'arrive? Elle est trop chère. On a presque entendu ça ne marchera jamais. Regardez où elle en est.
Voilà, hop, je clôt le débat. Et elle marche aussi bien en Europe. Oui, elle alors marche partout. je vais quand même Alexandre. Par rapport à une Clio, la R5 historiquement c'était le best-seller de Renault. Là les chiffres sont très bons parce je crois qu'ils ont produit 100 000 voitures là, depuis le début de la production. Oui. Donc ils sont très contents des chiffres. Après ça reste un produit qui s'adresse à un public moins large que la R5 initiale ou même une Clio. En tout cas les chiffres sont bons et ça fait plaisir de voir qu'on est capable de produire en Europe des voitures électriques qui plaisent et qu'on ne se fait pas manger de queue par les Chinois. Et la Model Y est 15e, c'est la meilleure vente de Tesla. Voilà, c'est pas la catastrophe annoncée par certains en début d'année. Après, on est quand même loin de ce qu'ils faisaient avant et clairement, la concurrence s'est clairement renforcée sur ce segment-là. Tu as noté un truc que tu nous as pas dit qui est assez intéressant. C'est que si tu additionnes la C3 et la IC3, elle se place 4e. Exactement. C'est plutôt aussi une Ouais. fête qui passe un peu sous le silence. Parce qu'en fait, les 208 c'est un commentaire c'était une remarque d'un commentaire, une vidéo, en fait, qui disait qu'on ne comptait pas les IC3 dans les ventes de C3, alors qu'on comptait les I208 dans les ventes de 208. Ouais. Il se trouve que le mois, il avait fait la remarque, et la C3 était deuxième si on prenait les IC3. Donc depuis, je fais l'exercice d'additionner les deux. Tu voulais pas nous le Voilà. dire? Et C3 plus IC3, c'est 4e. Ok, c'est Donc pas ouais, c'est vachement Donc chouette. la C3 se vend bien, qu'il y avait un accueil pas forcément hyper chaleureux de la presse, qui était perçu un peu parfois comme un modèle low cost. Finalement, il se vend bien et ça répond à une vraie demande, même si le produit est peut-être un peu moins premium et sympa qu'une R5. Après, c'est beaucoup moins cher et donc il y a un public pour ce type de voiture. Et la qualité en production de la C3 est arrivée au top. Aujourd'hui, il y avait eu, tu sais, Ouais, des petits lancements. des petits soucis. Hier, en fait, j'étais avec Xavier Chardon et Xavier Chardon me disait qu'ils avaient pris à bras le corps justement tous les problèmes et toutes les C'est le remontées. patron de Citroën. C'est le patron de Citroën, pardon. Et qu'aujourd'hui, le niveau de standard de qualité sortie usine de la C3 avait été au plus haut niveau de chez Citroën et avait atteint les niveaux de l'ancienne C3 qui était le top du top. Et que par ailleurs, il y a un rappel des C3 qui auraient quelques dysfonctionnements pour les mettre au nouveau standard. Et que tout ça, voilà, ça allait se faire. Non, mais c'est une voiture très rationnelle. Il y a un bon rapport C'est qualité-prix. vachement chouette. C'est Ouais. plus habitable que la R5, il y a plus de place à l'arrière que la R5. Après, voilà, les moins. Clairement, Elle gêne, qu'est-ce qu'il y a Elle gère moins le coup de cœur, mais en tout cas, c'est une proposition qui est manifestement à trouver son public. On en voit sur la route. Oui. place un nouveau sponsor sur la chaîne, Distrimotor. Alors attention, c'est un produit un peu moins grand public, parce que la clientèle de Distrimotor, c'est plutôt les garages, les concessions ou les gestionnaires de flotte. Tu pourrais presque le recommander. En plus, c'est un de nos abonnés qui s'appelle Alexandre, un mec très sympa. On salue. Hein. Il a monté sa boîte, mine de rien, en 1999. C'est en ligne depuis 2007. Il a un beau succès. Et en plus, c'est français, basé à Annecy. Et il propose un service qui est plutôt intéressant. Il te propose du remplacement de l'échange standard 0 km de moteur ou de boîte de vitesse et des turbos et d'autres pièces. Mais ses pièces principales, c'est plutôt les moteurs et les boîtes de vitesse. Et l'avantage qu'il te propose, c'est qu'en fait, ça va te revenir. Tu as deux façons de faire. Soit tu passes par le constructeur, soit tu passes par des sociétés comme la sienne, et lui c'est un des leaders sur son segment. Et en fait l'avantage qu'il a, c'est c'est écologique, parce que ce sont des pièces, ce sont des moteurs, on ne peut pas vraiment dire d'occasion, c'est plutôt des moteurs reconditionnés, mais qui sont remués à neuf, et toutes les pièces d'usure sont remplacées pour les mettre à neuf. Et en fait lui, il te fait un moteur 0 km, et ça te revient quasiment 2 fois moins cher que si tu passes par le constructeur. Donc quand tu as une voiture qui a 5, 6, 7 ans, et que tu as un souci moteur, le moteur ça coûte assez cher à remplacer. Lui, il te le garantit, et deux, en plus, il te le remplace à 2 fois moins cher. Donc si vous avez un garage, une concession ou un gestionnaire de flotte, vous avez souvent beaucoup de moteurs, de boîtes de vitesse à remplacer, parce qu'une boîte de vitesse aussi, ça coûte cher. Oui. N'hésitez pas À tort de s'en priver. à passer par lui, et il fait une vraie volumétrie. C'est-à-dire qu'il a plus de 75 000 pièces vendues, il est noté 4,7 sur 5, et le prix d'un moteur, par exemple, chez lui, en moyenne, c'est 3 000 € hors taxe. Donc c'est bien moins cher que ce que peut... Genre, on va rajouter. J'avais des pare-chocs de 100 € avec le présent spatial. Là, dans les moteurs, voilà, ma femme est C'est contente. très beau. Ah, c'est vrai, Je plaisante. tu avais des tables basses avec les V10 Renault. Faut qu'on parlera Renault un peu plus tard. Ouais, Renault, exactement. c'est des- Donc vous êtes vendeur, vous avez un garage, une concession, etc. En particulier, vous pouvez aussi, mais ces clients, c'est plutôt des garages concessions. N'hésitez pas, on vous met le lien en... Et sérieusement, c'est un métier d'orfèvre. Hein, Ouais. Parce que le réusinage et tout ça, c'est quelque chose de passionnant. Et puis lui, ça fait 25 ans qu'il fait ça. Il a vraiment un gage de qualité. Et en plus, c'est quelqu'un De chouette. de chouette. Donc on est content de l'avoir comme sponsor. On enchaîne, si vous me permettez. Fais une petite, je le ferai après du coup. Parce que comme je viens de parler. Je vous parle des enchères de Renault. Vas-y, ça faisait Vous longtemps. savez, vous savez que Renault va ouvrir bientôt un nouveau musée dédié évidemment à l'ensemble de son patrimoine, à l'ensemble de son histoire. Qui a l'air cadre. Les Allemands sont passés maîtres dans l'art justement de magnifier leur passé.
Il y a un musée BMW, il y a un musée évidemment Mercedes, il y a un super musée Porsche. Figurez-vous, Chrono n'avait pas ça. Donc ils se sont dit, à Flins, on va demander à un architecte de bâtir, même architecturalement c'est passionnant, c'est formidable, et on va ouvrir au grand public. Sauf qu'il faut financer tout ça. Et ça ne coûte pas 3,50 €. Alors l'idée a tout à coup traversé l'esprit des dirigeants de se dire, mais on a dans notre patrimoine de carrosserie depuis la nuit des temps, des doublons. On a 2 Formule 1 Nana Prost. On a 2 Formule 1 victorieuses championnes du monde en 97. On a évidemment des concept cars. On a aussi de très belles voitures joyeuses qu'on a fait pour des salons. Ouvrons nos portes, confions la vente à Mathieu Lamour, qu'on connaît bien, Arcurial, spécialiste des ventes par adjudication et notamment d'automobiles, et qui est un passionné de Johnny. Allez revoir son interview dans l'ID Buzz, c'était passionnant. Il a pris son marteau, ils sont allés à Flins, ils se sont réunis. Ça a duré une après-midi entière. Ça a dépassé tous les espoirs. Et les fameuses Formule 1 dont on parlait, celles qui étaient victorieuses dans les années 80-90, ont dépassé le 1 million d'euros. Qui a été acheteur? Alors généralement, on ne le révèle pas, c'est un secret absolu. Mais C'est Alain. c'est Alain. Il en a pris 2. Et c'est toi. Les 3. Des pilotes, se murmure-t-on, des patrons d'écurie, Ok. et évidemment peut-être même des gens du réseau qui sont, tu sais, des gros concessionnaires et qui se disent c'est formidable justement de préserver le patrimoine. Bref, tout ça, ça a au moins 2 vertus. La première, c'est Ils ont eu 12 millions d'euros. oui, c'est ça, récolté. Et tu pouvais même t'offrir. Alors, il y a un truc que j'aurais adoré m'acheter. Ça valait 26 000 €. C'est une R5 Pas GTR une paille. rétrofitée pour les 50 ans de la R5. Donc, une R5 GTL des années 70 et qui avait été électrifiée pour les besoins de Roland Garros, du retour de Renault chez Roland Garros. Elle s'est adjugée 26 000 €. Sur TF1, il y a eu un reportage. La personne qui l'a acquis avait quasiment les larmes aux yeux, tellement c'était sa première voiture. Bref, c'est de l'émotion à revendre. Bravo, Chrono l'ait fait. Peut-être que ça ouvrira des idées à d'autres. Chez Stellantis, ils ont de très jolies marques. Peut-être que s'ils ont des doublons, ça pourrait permettre de faire de très jolies ventes et de faire des euros. Du coup, avec la passion thermique, moi je rentre dans la passion électrique, parfois un peu moins passionnante, parce que les voitures électriques peuvent parfois être aseptisées. Pour le coup, c'est pas le cas de celle-là. Tu as Mercedes qui a remplacé son EQB par le nouveau GLB électrique, donc ils arrêtent un peu la bagnole. Qui a de l'allure. Hein. Et voiture qui passait aussi à nouveau un peu sous les radars, qui n'était pas si cher que ça. Alors ça reste une Mercedes, je suis pas en train de vous dire que c'est un produit populaire, mais c'est une voiture 7 places qui était plutôt pas bête. Alors, T'avais en des flotte, demandes, ouais, toi nous, en flotte, on en a vendu beaucoup parce que aujourd'hui, les voitures 7 places sont extrêmement taxées en thermique et même en PHEV parce qu'elles ont le malus au poids. Ouais. Et en fait, celle-ci, elle était 7 places, elle était éco-scorée. Donc, en termes de TCO, c'est le coût global d'une voiture pour une société, elle était extrêmement bien placée. TCO, ça veut dire Total Cost of Ownership. Et donc, elle était, oui, nous, on a vendu, enfin, c'était une voiture qui était très demandée par nos clients, mais plutôt en deuxième partie de carrière. Ouais. Parce qu'en fait, au début, finalement, les alternatives thermiques restaient fiscalement acceptables. Et puis, plus on avançait, plus la fiscalité des thermiques devenait dissuasive et plus le QB avait d'intérêt. Et donc là, du coup, ils viennent de la renouveler. L'avantage, c'est qu'elle a 7 places. Les voitures qui ont 7 places, il n'y en a pas 50 000. C'est une voiture, surtout qu'elle a 7 places, même en version 7 places, elle conserve du coffre. C'est-à-dire que souvent, quand tu as une version 7 places, tu as 120 litres de coffre. Là, en version 5 places, elle a 540 litres de coffre. En position 7 places, elle a 470 litres de coffre, ce qui est plutôt pas mal. Tu as en plus un grand frunk à l'avant de 127 litres. C'est une voiture 100% électrique. C'est la même base que la CLA. Donc en architecture, Tu as 600 litres de coffre, même avec la dernière vente. Non, ça, c'est sur les 105 places. 470 en 7 places. En cette place, mais frunk compris ou pas? Non, bonne question. Donc, Parce que tu fais pas m'occuper. Pardon de me défendre, donc Mais ça c'est fait pas quand même tes outils. 600 litres, ce qui est quand même gigantesque. Ouais, je suis pas sûr. Je sais pas si Anne Frank vous le dirait. Peut-être je vais pas bosser cette partie-là, bien vu. Et c'est la base de CLA, donc c'est une très bonne pare-feu. Ouais, les 800 volts, elle recharge vite, elle a grosse autonomie. Tout va Voilà, bien. t'as tout dit. 0 à 100. Elle recharge en 320 kW, 0 à 100, il y a 2 motorisations, 7,4 secondes si tu prends la 272 chevaux, 5,5 secondes si tu prends la 354 chevaux. Elle propose moins d'autonomie que la CLA, parce que du un CX largement moins bien, Au moins c'est un cube, 600. mais elle est à plus de 600, elle est 631 km d'autonomie. Là, l'OS CLA est 800 km, Ça va marcher. c'est vachement Ça bien. va marcher. Ouais. Elle est belle. On va essayer, non? Oui, ça, on va essayer. Après, là, je trouve qu'elle ressemble beaucoup à la Smart Hashtag 5. Ouais. Ouais. L'arrière. Et l'arrière, je trouve qu'il a un côté range, parce qu'en fait, tu as des feux qui sont très verticaux et ça ressemble un peu au range. Elle est plutôt jolie. Ouais. Et- franchement. Et même moi qui râle un peu sur les intérieurs allemands, qui sont un peu trop techno et pas suffisamment. Ce sont nos fans. D'accord.
des intérieurs allemands qui sont un peu trop techno et pas suffisamment luxueux, notamment chez BMW qui est pourtant ma marque de cœur, donc n'hésite pas à taper dessus. En ce moment, je trouve que c'est pas assez luxueux. Je trouve que Mercedes a le bon équilibre entre luxe et techno. Les prix 55 000 € pour la version 272 chevaux, 61 000 € pour la version 354 chevaux. Elle est disponible Réagir, c'est pas cher. en 100% électrique, comme tu dis tout le temps. Et des versions thermiques hybrides, comme sur la SLA, arriveront par la suite. Alors, il y a une Tesla qui a annoncé une nouvelle version de la Model 3. La Model 3, elle est un peu à la peine en France parce que finalement, la Model Y correspond plus à ce que les gens veulent. Et c'est des voitures qui sont souvent financées par les sociétés. Et la Model 3, elle n'est pas éco-scorée. C'est-à-dire que l'empreinte carbone de sa fabrication est considérée comme trop importante. Du coup, il y a un certain nombre d'aides fiscales auxquelles elle ne peut pas prétendre. Donc, ils ont sorti une version moins chère, la version standard, qui coûte 37 000 €. Qui a très peu de différence par rapport aux précédentes. Elle a 534 km d'autonomie WLTP. En gros, c'est le prix d'une 2008 avec quand même un niveau de prestation qui est quand même très très bon. Qu'on aime ou pas Tesla. Effectivement, le rapport qualité-prix, il est vraiment le meilleur du marché. 37 000 €, c'était quasiment quand en 2015, Elon Musk dit je veux une berline familiale qui est à 35 000 $. On est dans ces prix-là en fait. Là, pour le coup, c'est imbattable à l'achat. Après, pour les sociétés, le fait que ça ne soit pas éco-scoré, ça va être problématique parce que ça a des impacts forts sur le coût global de la voiture. Mais en tout cas, aujourd'hui, pour le particulier qui veut une voiture électrique polyvalente, je pense que c'est de très loin le meilleur rapport qualité-prix du marché. Surtout que je vois ton écran, donc tu n'as pas les différences. Moi, je vais vous les donner. Elles changent assez peu. C'est-à-dire que là où la Model Y perdait son bandeau arrière extérieurement, hormis les jantes qui restent de la même taille, pas les enjoliveurs pour le coup, il y a peu de différence. Elle conserve son grand écran au milieu. Elle a une caméra à l'avant. Et il y a la nouvelle caméra à l'avant. Ce qu'elle perd l'éclairage d'ambiance, l'écran à l'arrière tactile, tu sais, elle a un petit écran. Elle perd les sièges chauffants à l'arrière et les sièges, ils sont toujours chauffants à l'avant, mais plus ventilants à l'avant. Elle perd les réglages électriques du volant. Elle a un partie audio un peu moins bonne, je crois 7 haut-parleurs contre 9 pour les autres versions. Elle a une sellerie plus simple. Ouais. Moi, de mon analyse, c'est je pense quand même celle du dessus, qui est quand même un peu plus premium, mais tu sais, c'est ce qu'on avait dit un peu sur la Model Y standard. C'est-à-dire que c'est le produit d'appel qui te fait rentrer dans le magasin, et comme les gens à 80% les achètent en LOA ou en location longue durée, et ça fait 20 € par mois de plus, et ils prennent Pour la le coup, celle du dessus, elle est encore plus folle en rapport prix-prestation parce qu'elle a, pour le coup, elle a 700 km d'autonomie de WLTP, et c'est la grande autonomie propulsion, elle fait 0 à 100 en 5 secondes. Enfin, c'est incroyable. La baisse de prix de 5 000 €, sachant que le 5 000 € est un chouille factice, dans le sens où il y a 2 mois, il l'avait augmenté de 2 000 €. Donc ceux qui avaient les prix d'il y a 2 mois, en fait, elle baisse que 3 000, là, factuellement, elle baisse de 5 000. De dire aussi que Tesla lance sur sa Model 3, si je ne m'abuse, la capacité de voiture autonome quasiment pleine et entière, qu'on avait eu la chance d'essayer, moi, il y a 2 ans à Montréal, où déjà elle se faufilait, c'est fascinant ce qu'ils font. On n'y est toujours pas, enfin l'industrie européenne, on a du mal à suivre ce rythme-là. J'enchaîne peut-être un petit mot d'Hello et des réactions. Hello, c'est cet objet de 4 mètres 10 dont vous pouvez voir évidemment les images sur 100 bornes. 6 places, 4 mètres 10, des places, quand je dis 6 places, c'est vraiment 6 places de vraies 6 places, c'est un salon où on cause, ça peut aussi se transformer au lit. Moi, en lit, pardon, les réactions, majoritairement, non mais parce que moi je suis très optimiste, mais globalement, tout le monde a accueilli l'objet. Pourquoi on rigole? Parce qu'en off, Cédric avait dit « Ah mais tout le monde a super bien réagi, c'était super !» etc. Tu lis les commentaires, oui, un certain nombre de personnes ont bien réagi. Il y en a d'autres aussi c'était pas toujours aussi positif que Cédric veut bien le dire. Et mon petit assistant va pouvoir nous lire les commentaires et tu vas voir. Bref, de dire que tout ça a suscité évidemment des réactions d'ores et déjà chez Citroën. Et il se demande si effectivement il n'y aurait pas une déclinaison un jour en série. Ah, je trouvais ça super, moi j'ai payé énormément. Peut-être avoir une voiture peut-être un peu moins longue, 3,50 m, mais qui reprendrait justement des idées architecturales. Tout ça, ce sont évidemment des spéculations, mais ça peut faire son chemin. Voilà. On va te partager une news si tu veux bien, monsieur Pagési de la Worldwide Company PCA. Fin des moteurs thermiques en 2035. Il se murmure que l'Europe pourrait faire machine arrière. Ce n'est pas sûr. Ouais, et je pense que c'est intéressant de mettre ça en parallèle avec une autre info. C'est que pour la première fois en 2025, l'Europe a importé plus de voitures depuis la Chine qu'elle en a exporté en Chine. Ah ouais, ça c'est... Donc ça veut dire qu'il y a un vrai sujet de compétitivité de la série. Point de bascule. Hein. En gros, l'Europe devait faire une annonce là-dessus sur ce sujet hier, ça. Ouais. Ils l'ont repoussé à la semaine prochaine. Ce qui se passe, c'est que les voitures électriques
n'ont pas le succès escompté, d'une part, et de deux, de fait que passer au tout électrique affaiblit nos industries européennes. Donc en fait, ça Enfin, certains États poussent très fort pour assouplir. Enfin, l'idée, c'est pas de remettre en cause la trajectoire, mais c'est de l'assouplir. Et plutôt que d'obliger à prendre des moteurs électriques, et avoir une sorte de neutralité technologique et dire peu importe le moyen, les moyens, ce qu'il faut, c'est qu'on réduise le CO2. Et ça peut passer par des véhicules hybrides ou des véhicules thermiques avec des carburants des carburants de synthèse. Mais on va dire être moins dogmatique dans la solution technique qui est retenue pour baisser les émissions de CO2. Donc certains États poussent très fort, notamment l'Allemagne, dont l'industrie connaît de grandes difficultés et qui était traditionnellement très très forte. Il y a d'autres États comme la France, tous un peu moins. Donc on ne sait pas très bien ce que veut dire le fait de repousser d'une semaine la décision. En fait, tu as un lobbying important où tu as d'un côté l'Allemagne soutenue par l'Italie, la Bulgarie, la République tchèque, la Hongrie, la Pologne et la Slovaquie qui, eux, poussent pour des aménagements. Et tu as d'un autre côté l'Espagne et la France qui, eux, disent on a décidé d'une chose, on s'y tient. La France, ces derniers jours, semble lâcher un peu du lest, mais par contre, d'un autre côté, c'est front uni de la part des constructeurs qui, eux, demandent des aménagements. BMW avait pris la parole de façon assez énergique pour dire il faut absolument revoir. Et il y a Ford cette semaine qui a poussé la même chose. Et tous les constructeurs revoient leurs objectifs. J'ai lu un article sur Volvo. Je crois que Volvo, il voulait faire initialement 100% électrique dès 2030. Et maintenant, ils veulent faire 90% de véhicules électrifiés en 2030. Ouais. Donc électrifié, ça veut dire hybride rechargeable et électrique. Donc ça montre bien. Le fond du problème, c'est qu'aujourd'hui, la technologie électrique n'est pas assez développée pour que finalement ça réponde aux besoins de la plupart des clients. Et le fond du problème, c'est que aujourd'hui, les clients ne sont pas prêts à acheter à 100% des voitures électriques. Aujourd'hui, c'est 20% ou 25% du marché. Et tu te dis bien, si tu regardes le rythme d'évolution du vent des électriques, on ne voit pas comment, hors saut technologique majeur, tu pourras arriver à 100% du marché en 2035. Et indépendamment de tous les sujets de sauvegarde de l'industrie européenne. Dernier petit point, en préparant le JT, tu me parlais de points de repère assez drôles entre l'équivalent CO2 d'un appartement parisien, d'une Maserati et tout ça. Est-ce qu'on peut le dire d'ores et déjà? Oui, en fait, on va essayer tout à l'heure la Maserati Tu vois, c'est marrant. recalée en thermique. Et donc, je me disais, en fait, cette voiture aujourd'hui, elle est invendable en France parce qu'elle a 80 000 € de malus. Et je réfléchissais un peu entre le montant de la taxation et le montant de l'externalité négative liée à l'achat de la voiture. Donc, l'externalité négative, c'est le CO2 que tu vas émettre. Et en fait, si la voiture, elle émet 250 grammes de CO2 par kilomètre, si tu roules un an et que tu fais 10 000 km, finalement, tu vas émettre 2,5 tonnes de CO2. Et donc, ces 2,5 tonnes de CO2, pour toi, donc sous réserve que tu voyages tout seul, finalement, on va taxer 80 000 €. Là, aux 2,5 tonnes de CO2, c'est ce que tu vas consommer si tu fais un aller-retour Paris-New York ou si tu chauffes un appartement de 100 mètres carrés à 20 degrés qui est un DPE de C. Donc, il y a une disparité énorme entre le montant de la taxe qui est demandée et le montant de l'externalité négative qui est liée finalement à l'achat de cette voiture. Ça, c'est le premier sujet. Et le deuxième sujet, c'est un sujet d'efficacité fiscale qui consiste à dire, en fait, si je mets en place des taxes, il faut que ça rapporte de l'argent à l'État. L'idée, c'est pas de perdre de l'argent à l'État. Et sans doute qu'aujourd'hui, si tu taxais la voiture à hauteur de 10 000 € au lieu de 80 000 €, au lieu d'en vendre 0 ou 2, tu en vendrais peut-être 100 ou 150. Des rentrées fiscales. Donc, tu aurais des rentrées de TVA, tu aurais des rentrées de malus, parce que si tu avais un malus à 10 000 €, finalement, la voiture, tu pourrais la vendre, sans compter toutes les rentrées de TVA liées. Et les impôts induits et tout ça. En vrai, il serait même malin. Moi, je suis pour qu'il y ait un malus sur ces voitures-là, sachant que moi, j'achète ce genre de voiture. Mais en vrai, Oui, mais là, les conséquences. tu l'achèterais. Voilà. 80 000, tu l'achètes pas. Là, en fait, il est complètement confiscatoire. Donc, tu tues tes industries, tu ne rentres pas d'argent. Et en fait, ces voitures-là, comme elles roulent assez peu, c'est des voitures qui font un faible kilométrage par an. Finalement, c'est pas celles qui. Jamais oublier que Oli. trop d'impôts tue l'impôt. Tu Ouais. sais, c'est une expression qui est très ancienne, mais qui est réelle. Mais en fait, oui, là c'est pour le coup, c'est contre-productif. Et même si tu dis, en fait, l'objectif, c'est pas de gagner de l'argent, c'est je schématise, c'est de sauver la planète. Finalement, tu te rends compte que l'impact. Qui n'a rien de mal. Ouais, mais évidemment, mais il faut de toute façon aller vers Oui. des mobilités moins carbonées, c'est certain. Mais en tout cas, aujourd'hui, c'est contre-productif parce que les gens qui n'achètent pas ces voitures, certains achètent des voitures électriques, mais pas tous. Donc, premier sujet, la voiture électrique, c'est pas non plus zéro CO2 du début de la production jusqu'à la mise à la casse. Et puis, il y en a plein qui gardent leurs anciennes voitures ou qui trouvent d'autres solutions pour acheter ces voitures-là en allant acheter des voitures à l'étranger. Et donc, finalement, l'impact réel sur le CO2 émis est epsilon, enfin, est pas significatif du tout, alors que tu as des pertes fiscales importantes. Juste un dernier petit truc. Oui, je sais qu'on est très long, je sais. Corentin, qui est notre stagiaire de 3e, a préparé une info et on a retenu, c'est la dernière saison d'un moteur formidable qui est le moteur Renault en Formule 1. Oui. Voilà. Et il est passionné de F1.
Et j'ai dit que j'en dirais un mot. Voilà, et j'ai dit un mot. Bah oui, enfin, précurseur sur le turbo, dominant des années 90 avec les V10, les Williams V10. Puis la Benetton, Schumacher, là, en 95, c'est Renault aussi. Et après, les succès de Red Bull avec Vettel, c'est des moteurs Renault aussi. Donc, Et allez voir le mot de Fred Vasseur sur ce moteur, justement, à la fin, où il a eu un mot très, très juste, donc je ne saurais pas vous restituer parfaitement, mais il dit globalement, en France, on est un peu trop fort pour critiquer. Donc essayons de s'encourager, d'être dans le position. sur des années 90, Voilà. par contre, des Williams, plus Benetton, plus Williams, ça c'est que du moteur Renault. Hein. À part 94, enfin, c'est énorme. On va s'arrêter là, parce qu'il y a l'un qui nous regarde tout à l'heure. La bise à mamie, vendredi, allez soutenir, parce que vous aurez un nouvel animateur avec nous sur la chaîne pour l'essai de la Peugeot i308. On compte sur vous, et à très vite.